sur le stand de la cité politique. Donc je suis Elsa et je suis avec Santiago qui va faire cette présentation d'une demi-heure qui sera suivie de 20 minutes de questions, de cette question de la lutte contre l'extrême droite en Argentine. Donc pour ma part, je suis travailleuse dans une association de protection de la nature et Santiago Follet est professeur d'espagnol et militant dans la jeunesse. Donc nous sommes du courant internationaliste socialisme ou barbarie et en France nous intervenons dans le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire et nous sommes tous deux candidats pour les européennes sur la liste de Selma Labib sur Urgence Révolution. Donc le courant socialisme ou barbarie est présent dans différents pays, donc au Nuevo Mas en Argentine, au Brésil, au Costa Rica et à des sections dans différents pays, en Honduras, aux États-Unis, en France. Et en Espagne, dans les espagnol. Donc je vais donner la parole à Santiago pour 30 minutes et puis ensuite on fera un échange. Merci Elsa pour la présentation. Bonjour à tout le monde. Bonjour, je vois pas mal des camarades présents dans le public, donc je suis content de votre présence. Merci également à Lutte Ouvrière pour l'organisation de cet événement qui est magnifique et qui est tellement nécessaire dans un contexte des guerres, des crises, des polarisations politiques entre les classes sociales, que c'est vraiment nécessaire que les militants révolutionnaires puissent avoir des moments d'échange, des discussions, des cadres d'échange comme celui-ci. On regardait les photos cette semaine et ça fait une dizaine d'années que Socialisme Barbarie participe chaque année à la fête des lots et on espère pouvoir venir et continuer à participer chaque année comme d'habitude. Cette année, on a voulu introduire une discussion et ramener une discussion sur la situation politique en Argentine et sur la lutte contre les gouvernements d'extrême droite de Javier Milei, parce qu'il nous semble que cette discussion a un intérêt particulier pour deux raisons. La première raison, c'est que ces gouvernements d'extrême droite est une espèce de test, des laboratoires du capitalisme à l'international qui veut faire laisser la tentative en Argentine d'un gouvernement d'extrême droite pour ensuite l'exporter ailleurs. Si on voit également toute la vague réactionnaire des gouvernements d'extrême droite qui ont eu lieu dans plusieurs pays dans le monde ces dernières années, Trump, Bolsonaro, Meloni, etc. Je ne vous fais pas toute la liste parce que vous la connaissez très bien. On voit qu'il s'agit d'un phénomène international. Ce n'est pas du tout une discussion locale basée sur ce qui se passe en Argentine. La situation politique dans ce pays fait partie d'un phénomène international et du coup ça nous intéresse pour les conclusions que ça peut nous apporter à notre militantisme international. Et la deuxième raison, c'est plutôt de notre côté, c'est parce que ça nous intéresse également la capacité des travailleurs, de la jeunesse, du mouvement des femmes, du mouvement des droits humains pour résister au gouvernement Milei. Et ça nous intéresse également parce que le mouvement trotskiste a une responsabilité et un rôle important à jouer en ce moment en Argentine. C'est pas pour se fâcher ou dire un truc, mais bon, l'Argentine c'est l'un des pays quand même où il y a une implantation importante du mouvement trotskiste. Je ne sais pas si c'est peut-être la plus importante et c'est peut-être pas uniquement au foot où la France et l'Argentine sont dans le plus haut du classement, dans le mouvement trotskiste aussi, et ça nous intéresse énormément en ce moment comment les camarades militent et s'organisent là-bas. Donc la première question en fait pour cette discussion c'est pourquoi Milei? Pourquoi un gouvernement comme ça, un type excentrique, outsider, qui ramène une tronçonneuse comme son image des campagnes électorales, arrive au pouvoir dans un pays qui est censé être un pays plutôt, on a une image à l'international, que c'est plutôt un pays de gauche, un pays démocratique, un pays de mobilisation, etc. Et donc la première réponse, c'est que Milei peut se comprendre uniquement dans les contextes internationaux.
Au courant socialiste Mouawali, nous considérons que nous sommes dans une nouvelle étape de la lutte des classes au niveau mondial, avec les événements qui se sont passés ces dernières années. On peut citer la pandémie, la guerre en Ukraine, les génocides en Palestine, etc. Il y a quelque chose dans la situation mondiale qui est différent et qui fait partie, à notre avis, d'une nouvelle étape de la lutte des classes, dans laquelle les équilibres géopolitiques qu'on pouvait connaître dans des décennies précédentes sont brisés. Il y a un affaiblissement de la démocratie bourgeoise, une croissante polarisation politique et sociale. Il y a une période de crise économique, des guerres, des renforcements autoritaires des régimes et des avancées également de l'extrême droite. C'est pas une surprise pour personne, mais Milei, il est totalement soutien inconditionnel de l'État d'Israël. C'est un gouvernement qui s'arrange à l'international du côté de l'impérialisme américain. Son ouverture, sa prise des pouvoirs en Argentine, c'était accompagné de Zelensky, et il a fait même l'appel à la construction d'une espèce d'international de l'extrême droite. Donc vous voyez bien que c'est un phénomène nouveau et que c'est un phénomène qui fait irruption dans la situation politique en Argentine, et que ça représente quelque chose qui n'est pas une continuité des gouvernements précédents, mais plutôt un phénomène nouveau auquel il faut faire énormément d'attention et contre lesquels il faut évidemment se battre. Ces gouvernements de Milei impliquent également un plan global d'attaque à la classe ouvrière argentine, avec un plan global d'attaque qui implique des mesures économiques, mais également des prétentions, des intentions bonapartistes, des changements de régime et des attaques antidémocratiques. Juste pour donner un exemple, il y a eu des militants d'extrême gauche qui ont été réquisitionnés dans leur domicile personnel cette semaine. Donc ce n'est pas juste des mesures d'attaque économique, mais également une accentuation de la répression. Milei, il est là pour remettre un peu les règles du jeu du fonctionnement normal du capitalisme dans un pays du tiers-monde, qui c'est un pays quand même assez exceptionnel et un pays qui dérange quelque part la bourgeoisie locale et l'impérialisme étranger, parce que c'est un pays où il y a des conquêtes, des acquis sociaux qui ne correspondent pas au niveau d'exploitation de la région de l'Amérique latine. Ici en France, ça peut paraître anodin, mais en Argentine, il y a des congés payés, il y a les droits aux vacances, il y a un 13e mois pour les travailleurs, l'université publique est gratuite et sans sélection. Je pense que ça va intéresser beaucoup les jeunes. Et c'est un pays avec un taux de syndicalisation très important. Il y a des syndicats de masse et une présence des mouvements sociaux dans la rue et de l'extrême gauche, avec des positions électorales, avec des députés au Parlement, mais également avec une présence médiatique et des mobilisations très importantes. Donc Milei, il est un peu là pour dire qu'il faut arrêter avec tous ces droits sociaux et toute cette mobilisation, et remettre un peu les règles de jeu d'exploitation capitaliste qui correspond à un pays du tiers-monde. Si Milei, il est arrivé au pouvoir en 2023, c'est en partie grâce à l'échec des deux gouvernements précédents, c'est-à-dire au gouvernement Alberto Fernandez, Cristina Kirchner, qui a gouverné le pays entre 2019 et 2023, et à l'échec du gouvernement Macri, qui a gouverné le pays dans les 4 années justement précédentes. Milei, il avait fait 30% au premier tour, mais ensuite au deuxième tour électoral, il a fait autour de 56%. Et son opposant dans le deuxième tour, c'était Sergio Massa, du coup l'ancien ministre d'économie du gouvernement Fernandez, un ministre d'économie dans un pays avec plus de 100% d'inflation annuelle. Vous voyez bien que c'était très compliqué de voter pour lui. Et que cette crise énorme économique qu'il y a, avec une crise de la dette, avec un énorme taux de pauvreté et une dégradation permanente des conditions de vie des travailleurs, ont permis un peu ces phénomènes de Milei, qui a profité politiquement de cette crise.
Donc c'était à la fois un vote de colère contre les deux gouvernements précédents, un gouvernement de centre-gauche, on va dire, pour simplifier même, voilà, si ce n'est pas du tout de gauche, et un gouvernement de droite. Donc du coup, Milei il est apparu en faisant campagne contre les politiciens, contre la caste politique, et en disant que c'était la faute des politiciens, et du coup qu'il fallait voter pour lui, qui était un économiste, du coup dans un pays qui avait énormément de problèmes avec l'économie, et quelqu'un qui n'était pas un politicien professionnel et qui ne venait pas des partis politiques traditionnels du système bipartite en Argentine. Donc c'était un vote un peu de colère contre les systèmes, mais c'était un vote profondément réactionnaire, parce que vous savez très bien que Milei, c'est un gouvernement bon, voilà, très capitaliste, qui s'attaque aux droits des femmes, qui est climato-sceptique et qui se range derrière toutes les puissances impérialistes au niveau international. Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois du début du gouvernement Milei, et on peut dire quelques définitions en mode de bilan d'étape évidemment provisoire. On peut dire déjà que la distance entre les paroles et les actes, c'est-à-dire entre les plans globaux d'attaque, le discours électoral et les promesses, vous avez vu sûrement la vidéo quand il arrache les ministères là, du tableau. Bon, c'était plus simple de les dire que de les faire, heureusement, parce qu'il y avait une résistance dans la rue. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est pas dans la perspective immédiate, ni la perspective d'un jugement dernier des Milei, d'une grande révolte populaire et de les faire éjecter, sortir du gouvernement tout de suite, et que c'est pas non plus son tentative des gouvernements bonapartistes au-dessus des institutions, ce qui se passe aujourd'hui. Donc on est face à un gouvernement qui est très agressif, qui s'attaque à tous les secteurs, mais qui est à la fois très faible. Milei n'a pas de mairie, il n'a aucune gouvernance dans les provinces, il est minoritaire dans les deux chambres du Parlement, et pour l'instant, il n'a pas réussi à appliquer son plan des gouvernements. Mais s'il se maintient au pouvoir, c'est également parce qu'il y a un intérêt du régime politique, de la bureaucratie syndicale et de l'opposition parlementaire péroniste à qu'il continue dans les gouvernements, parce que le contraire, ça serait laisser la place au rapport de force de la rue et à une population très mobilisée. Il y a un débordement qui peut être révolutionnaire. On est dans un pays avec des attaques réactionnaires, mais avec cette possibilité également du débordement révolutionnaire. C'est un peu le paradoxe de cette extrême droite en Argentine, qui applique des mesures ou qui fait des attaques très dures et très profondes, mais qui fait face à la rue, à la forte mobilisation, à la jeunesse, au mouvement des femmes, au mouvement ouvrier, qui n'a pas du tout peur de lui et qui les combat dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 6 derniers mois? Se sont passées beaucoup de choses, les camarades. Déjà, quand il arrive au gouvernement en décembre, il y a Milei qui annonce un décret de nécessité d'urgence dans lequel il y avait tout un programme de gouvernement à la mesure des grands capitalistes, un décret national dans lequel il y avait à la fois de la privatisation de la fac ou des clubs de foot jusqu'à la possibilité de gouverner sans passer par les parlements, ou la réforme du travail et des retraites. Ainsi qu'un protocole anti-manifestation fait par la ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, qui c'était une ancienne candidate au présidentiel. Ces plans de répression et des décrets général national a échoué parce que le 20 décembre, il y a eu une énorme mobilisation. Le 20 décembre, c'est une date très importante en Argentine parce que c'est l'anniversaire
de l'Argentinazo. L'Argentinazo, c'était le 20 décembre 2001, une révolte populaire qui a réussi à faire démissionner le président de la Rúa par la force de la mobilisation. Il y a eu des manifestants qui ont été tués et un gouvernement qui a dû fuir le palais du gouvernement en hélicoptère vu la force de la mobilisation qu'il y avait dans la rue. En Argentine, en décembre 2001, on a eu 5 présidents pendant la même semaine parce que le président a démissionné. Ensuite, le vice-président, il était déjà parti quelques mois avant. Le président du Sénat a pris le pouvoir, ensuite il a démissionné. Le président de la Chambre des députés, bon pareil, vous voyez, 5 présidents la même semaine. Et ça a instauré des rapports de force entre les classes sociales qui durent jusqu'à aujourd'hui parce que tous les gouvernements bourgeois qui se sont succédés depuis ce moment-là ont quelque part le spectre de l'Argentinazo et le spectre là de l'hélicoptère qui peut revenir comme perspective politique si tu t'attaques trop frontalement aux travailleurs et au secteur populaire. Donc en décembre, mobilisation de l'extrême gauche contre les protocoles anti-manifestation et casserolade de nuit, que c'était les casserolades, c'était quand même une méthode de mobilisation en 2001, donc il y avait un petit rappel des mémoires historiques de ces points de vue. Ensuite, Milei, en plein été, janvier et février, ce sont 2 mois d'été, des grandes vacances dans lesquelles normalement il n'y a pas de session parlementaire, vu que lui, il n'a pas réussi à imposer qu'il n'a pas réussi à valider parlementairement les décrets des nécessités d'urgence, il a sorti la loi Omnibus. La loi Omnibus, c'est une loi où il y a tout dedans. C'est une loi qui c'est une espèce de réforme constitutionnelle parce qu'il y a 300 lois, 300 projets de loi qui sont à l'intérieur avec que des attaques réactionnaires et capitalistes. Et du coup, face à cette proposition de loi, il y a eu une grève des centrales syndicales le 23 janvier, qui est, pour que vous ayez une idée, c'est pas du tout normal. C'est comme si ici en France on avait une grève générale à la fin du mois de juillet ou en début du mois d'août. Donc en plein été, une mobilisation, une grève des travailleurs énorme et des journées devant les palais, devant les congrès pendant les traitements de cette loi. Donc avec toute la mobilisation de décembre, de janvier et de février, la loi qui c'est le cœur du programme politique de Milei n'est pas passée au Parlement face à la résistance de la rue et aussi au faible soutien que Milei a au niveau institutionnel et entre on va dire, les différentes fractions de la bourgeoisie. Au mois de mars, début de l'année scolaire, il y a eu 2 grandes mobilisations. Le 8 mars, qui était une mobilisation très importante cette année en Argentine. Vous savez très bien que l'avortement a été légalisé en 2020 en Argentine, puisqu'on a là les foulards verts de la campagne pour l'avortement, grâce à des énormes mobilisations du mouvement féministe. Bon, Milei il a fait des menaces contre les mouvements féministes pour dire qu'il allait retirer cette loi de l'IVG. Donc le 8 mars, énorme mobilisation féministe, irruption du mouvement féministe dans la rue. 24 mars, c'est la journée pour la mémoire, la vérité, la justice, une journée historique contre la dictature. Donc de nouveau, une grande mobilisation dans la rue, politique contre Milei. Mois d'avril, 23 avril, c'était le moment du mouvement étudiant. Milei, il s'attaque particulièrement à l'université publique. L'université en Argentine n'a pas eu d'augmentation de budget et vous voyez bien qu'avec plus de 100% d'inflation annuelle, si tu as le même budget, en fait, c'est une réduction dramatique du budget pour la fac. Et les universités risquent de ne pas pouvoir continuer à donner des cours dans ces situations-là. Donc il y a une irruption du mouvement étudiant avec une énorme force dans la rue. C'était pas qu'une revendication étudiante, mais plutôt la force de la jeunesse qui a entraîné d'autres secteurs à se mobiliser. Il y a eu 2 millions de personnes dans la rue ces jours-là. Et c'était une mobilisation très très politique contre le gouvernement qui a ouvert une crise politique. C'était un moment aussi où la jeunesse s'est mobilisée d'une façon internationale avec les mobilisations en soutien au peuple palestinien, aux États-Unis, en France et dans d'autres pays. Donc cette politique d'intervention dans la jeunesse était très importante pour mettre une crise en crise au gouvernement Milei.
En mai, le 1er mai, un acte unitaire de l'extrême gauche, qui c'était une très bonne perspective pour lutter contre Milei, et je reviens sur ça après. La loi Omnibus a été réduite à un truc qui s'appelle la loi des bases, c'est-à-dire quelques articles de ces grands projets restent quand même et ont été validés par le Parlement. Et le 9 mai, il y a eu une grève générale qui a réussi à paralyser à nouveau le pays, mais cette fois-ci sans manifestation, parce que les centrales syndicales ont appelé à la grève, ce qui a réussi à paralyser le pays, mais pas à la manifestation, et c'est l'un des grands problèmes politiques qu'on a en ce moment. Je vais parler des perspectives, je vais essayer de le faire dans 5 minutes pour essayer de laisser un peu de temps à vos questions. Pour Milei, en ce moment, il s'agit de passer cette loi de base parce que en fait, pour l'instant, il n'a pas réussi à faire passer grand chose. Donc, il va à tout prix essayer de faire passer ça et ça va se voter au Sénat dans les semaines à venir. Le cœur de ces projets, c'est la réforme du travail, c'est la réforme des retraites, c'est une réforme aussi au niveau judiciaire. Et donc ça va être les grands trucs qui vont se jouer dans les prochaines semaines. La bureaucratie syndicale péroniste, la seule chose qu'ils veulent négocier, c'est les caisses syndicales pour pouvoir encore toucher énormément d'argent en ce moment et ne pas perdre les cotisations syndicales, mais ils sont prêts à négocier la réforme du travail. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc ils appellent à des mobilisations, mais d'une façon passive, en évitant tout débordement qui puisse compromettre la continuité des Milei au pouvoir. En ce qui concerne l'opposition parlementaire, c'est-à-dire le péronisme, ils visent déjà les élections législatives de 2025, les présidentielles même, ils se sont déjà, il y a eu le gouverneur de la province de Buenos Aires qui s'est déjà lancé à la cour présidentielle de 2027 et leur tactique c'est que les lois soient votées au Parlement sans leur vote et de se constituer en tant qu'alternative parlementaire pour 2027. Pour l'extrême gauche, la perspective doit être la contraire. Il faut lutter pour que la loi des bases ne passe pas et qu'il ne faut pas avoir une orientation électorale en ce moment. C'est une orientation qu'il faut avoir des luttes. Pour l'instant, il n'y a pas la perspective de la révolte à l'image de l'Argentinazo, mais c'est un peu ça la boussole, la lutte, la grève, la mobilisation, les assemblées générales et pas les calculs électoraux pour l'avenir. Il faut s'appuyer évidemment sur tous les secteurs dynamiques qui sont en lutte en ce moment, les mouvements des femmes, les mouvements des droits humains, les assemblées qui existent dans les quartiers, la mobilisation dans les secteurs de la culture, les mouvements étudiants, les mouvements des chômeurs et les mouvements ouvriers. Il y a tout ça parce que Milei s'attaque à tout le monde, à tout le temps. Et il faut essayer de se constituer en tant qu'alternative politique face à ces gouvernements de Milei, mais aussi en toute indépendance de la bureaucratie syndicale et des politiciens péronistes. Aujourd'hui, il y a eu cette semaine, il y a eu des licenciements, des menaces de licenciement dans une entreprise qui s'est FATE, c'est une entreprise du pneu où il y a des travailleurs du coup de l'automobile qui se regroupent dans un syndicat qui est dirigé par la gauche révolutionnaire et il commence à avoir des mobilisations dans la classe ouvrière. Si Milei s'attaque frontalement à la classe ouvrière, ça peut ouvrir vraiment des grandes perspectives des luttes et des mobilisations. Et donc les interventions qu'il y a eu des différents secteurs des luttes, si s'entraîne également l'ensemble de la classe ouvrière, on peut vraiment passer à une offensive et ces attaques réactionnaires peuvent ouvrir également la voie à des débordements révolutionnaires. Le 25 mai, il va y avoir une rencontre nationale des travailleurs en lutte, organisée par beaucoup de secteurs qui sont en ce moment en lutte et en résistance contre Milei, avec les forces de la gauche révolutionnaire, avec les forces du Nouveau MAS et du Front des gauches et des travailleurs. La tâche immédiate, c'est que les lois de Milei ne passent pas et la perspective à construire, c'est avec toute la force
du mouvement féministe, de la jeunesse et de la classe ouvrière une alternative politique pour mettre fin au gouvernement de Milei et que pour lutter contre cette extrême droite, il proposait plutôt une alternative d'extrême gauche contre ces attaques capitalistes et réactionnaires. Merci beaucoup.